d'accord, entre les sites. Donc c'est pour ça qu'on parle de système synchrone et de système asynchrone. Alors le système synchrone, ça marche très bien quand vous avez des petites quantités de sites proches, etc. Donc ça, vous pouvez faire ça en local, vous pouvez faire un système synchrone en local. Par contre, dès que ça se complique un petit peu, dès que vous avez un certain nombre de sites, je ne sais pas, 4, 5, 6, etc., eh ben, le système synchrone commence à être très compliqué à mettre en place parce que les systèmes ne sont pas forcément les mêmes, les systèmes d'exploitation. Les distances entre les sites peuvent être plus ou moins importantes. Voilà, on voit bien que le système synchrone ne peut plus après être déployé de manière efficace dans un système global où il y a beaucoup de sites. D'accord. Donc, voici. Alors, je vais vous parler un peu de modèle, s'il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça va pour l'instant? Pas de questions? Ok. Alors, on continue. Donc, on va parler un peu de modèle. Donc, le modèle, bien sûr, on a un système de sites, hein, d'accord. Donc, les sites, voilà, ce sont des unités de calcul, les machines, les processeurs, voilà, qui constituent le système. On a les moyens de communication entre les sites. Comment deux sites peuvent échanger de l'information pour coopérer. Alors évidemment, ça vous avez déjà fait, je pense que vous avez fait un petit peu de réseau, et donc c'est le réseau de communication qui permet de garantir la communication entre les sites dans un réseau de manière fiable, efficace, pérenne, avec sans perte d'informations, etc., etc. Donc je pense que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous avez fait au premier semestre, voire même en licence, tout ce qui était TCP/IP, UDP, les couches transport, les couches machin, les couches bidule, etc. Donc ça, c'est ce que vous avez fait. Donc moi, c'est juste pour information, mais toutes ces couches-là, je ne vais pas m'en occuper du tout. D'accord. Donc moi, je ne ferai vraiment pas de système, je ferai les choses de l'algorithmique. Donc tout ce qui est système, je pense qu'on vous en parlera. Ceux qui font Aigle, je pense que c'est Clémentine et Jamel qui vous parleront de ce système un peu Corba, middleware, etc. Non, vous avez un module qui doit parler d'architecture et logiciel pour les systèmes distribués, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Ok, donc la synchronisation, donc on a vu les sites, les moyens de communication entre sites, c'est forcément par le réseau, donc c'est par échange de messages. Donc pour toute la suite des choses, les sites vont communiquer par échange de messages, et donc il y a une modification de l'état du site qui sera fait que par échange de messages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention, la seule intervention extérieure, c'est les messages que je reçois d'un autre site qui me demande de faire un travail, des choses comme ça. Donc voilà, il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas quelque chose comme ça, c'est juste des messages qui circulent et qui m'obligent à faire un certain nombre d'actions. Alors, la synchronisation. Alors, on peut penser que est-ce que tous les sites sont synchronisés, ou il y a simplement peut avoir une partie du réseau qui est synchronisé et l'autre qui est en asynchrone. Est-ce qu'on peut synchroniser tout le temps, sans qu'il y ait une déviation des horloges? J'ai vraiment un doute. Je pense que petit à petit, il y a une divergence des horloges quand on tente de synchroniser des systèmes entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on parlera beaucoup de modèles asynchrones. Ça va? Alors, pourquoi aussi c'est intéressant le modèle asynchrone? Parce que, en fait, on va connaître le temps de calcul. Alors, bien sûr, de façon approximative, hein, d'accord, et puis souvent c'est une bande supérieure ou une borne inférieure, disons il faut au moins autant de temps ou au plus autant de temps pour qu'une information circule dans un réseau. D'accord. Donc le modèle asynchrone, les systèmes ne sont pas synchronisés entre eux, et sinon c'est le modèle synchrone. Donc on verra quelques petites différences au niveau des algos quand je suis dans un système ou dans un autre système. Voilà. Alors évidemment, comme je suis dans un système où il y a plusieurs machines, et ben, la probabilité qu'une machine tombe en rade est différente de zéro, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné,
quand il y a des systèmes où il y a beaucoup de nœuds de calcul. Alors attention, quand je dis beaucoup de nœuds de calcul, c'est pas quelques... Bien sûr, même s'il y a des centaines de nœuds de calcul, la probabilité qu'il y ait un site qui tombe en rade est non nulle. Mais il y a des systèmes de calcul où c'est des millions de nœuds. Je crois qu'à Grenoble, il y a une machine qui doit faire 3 millions de nœuds, quelque chose comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, 3 millions de nœuds. Alors bien sûr, il y a peu de chances qu'un problème utilise les 3 millions de nœuds, mais dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des machines qui tombent forcément en rade, quoi. Alors là, ça pose problème, ça, parce que, alors évidemment, si quand vous avez votre cartographie des nœuds disponibles, vous avez les nœuds qui sont tombés, vous ne les utilisez pas, ça c'est évident. Donc le système ne les utilisera pas. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si vous avez commencé à faire un calcul sur un nœud et que ce nœud tombe en rade? Alors ça pose problème, parce que vous êtes bien d'accord que, ce calcul-là, il faut le refaire. 2, ce calcul-là, il avait sûrement besoin... Enfin, ce calcul a été nécessaire pour d'autres calculs, donc sur d'autres nœuds. Donc ça veut dire qu'il faut faire récupérer l'information et il faut pouvoir la redistribuer. Moi j'ai une question, monsieur. Oui, bien sûr. C'est quoi un nœud en fait? Un nœud, c'est une unité de calcul, si tu veux, une machine, quelque chose comme ça. Ça va? Moi, je reste, tu vois, pour moi, c'est des adjectifs qui sont, ce sont des synonymes. Machine, unité de calcul, site, processeur, tout ça, c'est pareil, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est peut-être des vieux termes, voilà, ou des termes qui sont peut-être moins utilisés actuellement, parce que maintenant, il faut utiliser des termes accrocheurs, donc voilà. Donc, ça va pour l'instant, c'est bon? Alors, donc ça, c'est un peu pour un problème, quoi. C'est comment on peut garantir que les pannes sont inévitables. Alors, comment on fait pour que le système puisse être tolérant en panne? Alors, la tolérance en panne, c'est quelque chose d'assez fondamental dans les systèmes distribués, et c'est un des principes qui donne des algorithmes très élégants. Quand vous envoyez un algorithme, vous programmez votre algorithme sur une machine séquentielle, a priori, si la machine tombe en rade, vous la relancez et puis vous relancez le calcul. Ça peut vous agacer parce que le calcul peut prendre quelques minutes, choses comme ça. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que comment je vais relancer un calcul? À distance peut-être. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un site qui détecte comme quoi vous êtes planté. D'accord? Donc, ça veut dire des communications en plus, évidemment. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe de sites qui sont actifs pour le calcul de votre application doivent rester connectés entre eux et s'échanger régulièrement des messages, savoir est-ce que vous êtes en vie? Est-ce que tu es en vie? Tu es en vie? Ah ok, tu es en vie, donc je peux t'envoyer des messages, etc. Donc imaginez la situation où j'envoie un message et puis le site il commence à travailler et puis il plante. Et puis cette information elle était centrale pour toute la suite. Comment je fais? Alors, les algorithmes tolérants en panne, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter que si une machine tombe en rade, que tout le système tombe en rade. D'accord? Alors évidemment, ce sont des algorithmes fins qui coûtent cher aussi en termes de complexité, parce que comme je me mets des sécurités, ces sécurités, évidemment, je les obtiens par des échanges de messages, ces informations-là, mais ça va me coûter cher. Mais l'important, c'est que ça coûte peut-être cher, mais ça permet d'avoir une tolérance en panne importante. Ça veut dire que le système continue à tourner malgré le crash de quelques machines. Si je prends l'exemple toujours, c'est mon exemple fétiche, c'est si je prends les tours jumelles à New York il y a une vingtaine d'années qui se sont effondrées, il y avait des serveurs, des points de relais, etc. dans les tours, hein. Eh bien, ça n'a pas empêché de pouvoir continuer à envoyer des messages entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que tout le système des points d'entrée aux États-Unis ont été modifiés automatiquement par le système. C'est-à-dire que le système s'est adapté à un état particulier et il a corrigé cet état particulier en
en changeant l'étape de routage. Par exemple, les points d'entrée aux États-Unis, c'était plus les mêmes. D'accord? Donc il y a des algorithmes qui sont tolérants en panne, qui permettent d'avoir que même s'il y a des crashs, eh ben c'est pas grave. On peut continuer à faire tourner le système. Alors ça c'est assez important parce que ça veut dire que, eh ben, quel que soit, alors bien sûr le nombre de crashs, c'est important aussi parce que si je peux garantir une tolérance aux pannes, si j'ai 2, 3, 4, 5 scratchs de machine, c'est ok. Par contre, si j'en ai N sur 2 ou des choses comme ça, là, ça va commencer à se compliquer. Vous êtes bien d'accord. Donc, on va voir qu'il y a certains algorithmes qui sont tolérants aux pannes jusqu'à une certaine valeur. Et cette valeur-là, c'est nous qui la fixons. Alors, comment on peut trouver cette valeur-là? Comme je dis, c'est nous qui la fixons. Est-ce que vous avez des idées pour pouvoir pour dire, tiens, alors quand je dis, mais c'est une estimation, c'est pas, tiens, mon réseau, il supportera 15 crashs de sites. Non, ça dépendra de N le nombre de réseaux, N le nombre de sites dans le réseau, etc. Est-ce que vous avez des idées comment on peut détecter le nombre de crashs que je peux supporter pour un algo, etc., etc. Est-ce que vous avez des idées? Par exemple, dans un avion, chaque équipement, il y est plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que chaque machine qui fait quelque chose est présente en 3 exemplaires dans un réseau, et donc on tolère qu'il y a 2 de ces machines qui peuvent crasher. Ouais, alors là, je suis d'accord, mais ça veut dire que tu mets des machines en backup dans cet esprit-là. C'est pas le but. Et là, donc, ça veut dire que tu as 2 machines qui font rien. Enfin, qui font rien. Qui font rien de frontal, entre guillemets, et qui font juste l'archivage d'informations, des choses comme ça. Et donc, non, parce que c'est ce que tu veux utiliser, c'est 100% du CPU disponible. Bon. Donc, tu veux pas que certaines machines soient simplement dédiées à la sauvegarde d'informations. Bien qu'en réalité, il y en a qui sont dédiés à ça. Hein. Sur 3 millions de nœuds, là, certains noms sont dédiés simplement à collecter les informations, à faire de la redondance, enfin bref, des choses comme ça, c'est tout. Alors moi, j'ai une autre Kenza qui nous fait des tests et on les fait scratcher. Tu fais... explique-toi un peu, Kenza, je comprends pas ta phrase. On fait des tests et on les fait cracher après, exprès. Monsieur, ça ne dépend pas aussi de la structure du réseau. Si le réseau est organisé en arbre, s'il y a une seule panne, ça peut couper toute une branche, mais si c'est un maillage ou un graphe complet, on peut supporter beaucoup plus de pannes. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. On verra que l'influence de la topologie là-dessus est assez fondamentale. Je suis d'accord avec toi. Si tu prends un arbre comme un hop, tu pètes un des sommets, et puis voilà, tu as 2 arbres. Donc là, ton truc, il devient plus connexe. Mais a priori, tu n'as pas ces cas extrêmes, ou sinon, tu as un réseau fiable. C'est-à-dire que le système, pardon, excuse-moi, je l'exprime mal. C'est-à-dire que pour éviter ce cas de figure dans un arbre, tu te mets, t'as pas d'arbre en fait réellement, d'accord? Tu as plusieurs liens vers d'autres sommets, d'accord? C'est un multigraphe. Ça me fait bien comprendre. Oui, un maillage, en gros. Non, c'est pas. Ouais, un maillage, ça dépend ce qu'on entend par maillage. Pour moi, un maillage dans l'esprit, c'est plutôt une grille. Est-ce que c'est ça? Bah, ça peut, oui. Oui. Bon. Moi, ce que j'avais entendu parler en discutant avec des gens qui travaillent un peu sur la France Télécom, voilà, que le réseau français est sous forme d'une grille. D'accord? Une grille, c'est intéressant parce que prenez un grillage, c'est exactement ça, une grille. Hein. Donc, et ben, cet avantage-là, c'est que c'est très facile à router, une grille. Vous avez 2 points, vous descendez, vous allez à droite, vous montez à gauche, etc. Donc c'est très facile. Et c'est très facile à rajouter des sommets, quoi. D'accord? Bon. Après, c'est une grille, elle n'est pas forcément parfaite, etc. Il ne faut pas exagérer. Quoi. Oui. Après, c'est peut-être plus des considérations techniques, mais le mieux, évidemment, ce serait de faire un graphe complet. Mais il faut minimiser les câbles et maximiser le nombre de crashs qu'on peut supporter. Ouais. Alors, t'imagines, à un moment donné, je reprends toujours mon exemple à 3 millions de sommets, là, 3 millions de nœuds, tu ne peux pas câbler, quoi. T'imagines? C'est pas possible, quoi. Tu peux pas faire un graphe complet avec 3 millions. Oui, c'est ça. En fait,
Donc en fait, tu as des secteurs qui sont denses, d'autres moins denses, etc. Quoi. Après, l'architecture pile poil de ce genre de choses, je pense qu'elle est dynamique et je ne peux pas te dire la tête que ça a. Ok. Mais alors, donc je reviens toujours à mon système là. Quelle était ma question en fait? Vous vous souvenez? Parce que moi j'ai perdu le. C'était quoi? Ah oui, les algorithmes tolérants aux pannes. Comment je peux savoir combien de- quelle est la valeur de la tolérance aux pannes et comment je peux la calculer? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Vous oubliez quand même un pan entier de l'informatique, c'est tout ce qui est lié aux simulations. Vous avez bien les simulateurs qui existent. Vous avez en réseau, est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà utilisé des simulateurs? Je ne sais pas ce que vous appelez par simulateur, mais Les simulateurs de réseau, c'est-à-dire que tu décris les processus et tu décris les échanges de messages entre ce processus via un simulateur. Quoi. Tu dis, bah voilà, moi je voudrais que mon système fonctionne comme ça, et je regarde est-ce que c'est possible. je sais qu'on est là, on a branché des machines virtuelles en réseau, mais je ne sais pas si c'est une vraie simulation. Une machine virtuelle en réseau, oui, non, parce que ça c'est non, ça c'est la virtualisation, c'est des choses comme ça. Non, c'est des outils. Non, je te parle vraiment de la simulation, c'est-à-dire que tes 3 millions de nœuds, là, par exemple, tu les modélises dans un réseau, tu donnes une architecture, des connexions, et tu te dis, tiens, je vais regarder ce qui se passe, et tu échanges des messages sur ce réseau construit sur machine, quoi. C'est juste du papier, quoi. Donc en fait, vous faites tourner un petit peu vos systèmes sur le réseau, en simulateur, et puis vous regardez un peu le crash, combien il y a de crash qui puissent arriver dans le système. Ou sinon, vous avez une deuxième possibilité, mais là qui est beaucoup plus difficile, mais qui vous donne des résultats mathématiques, enfin via des calculs mathématiques assez poussés, c'est tout ce qui est lié un petit peu à l'analyse et la performance des réseaux, de façon avec des probabilités, des choses comme ça. Est-ce que vous avez la probabilité qu'un message circule dans le réseau ou qu'il n'y a pas de perte, qu'il y a une perte tous les 10 puissance, je sais pas quoi, 10 puissance 15 ou 20 messages. Alors je vous rappelle que tous les 10 puissance, si je raconte pas d'année, hein, j'avais vu ça, tous les 10 puissance 18 ou 19 bits qui circulent sur le réseau, il y a forcément un bit, c'est physique, hein, il y a un bit qui diffère. Salut. Oui, je te prends à 5 heures. Ça va? Donc il y a on calcule l'espérance, d'approcher la valeur réelle, tous ces trucs-là, etc. Donc ce sont des calculs assez sophistiqués en probabilité, hein, parce qu'il faut prendre faut imposer imposer des hypothèses en probabilité. Vous connaissez un petit peu, vous avez fait un peu de calcul de probabilité, des choses comme ça, non? On a fait ça dans l'arrondi probabiliste. On faisait un problème d'approximation, de maximisation d'un problème d'optimisation. Oui, donc vous avez fait un petit peu de mascut, des choses comme ça, max 3 sat, des choses. Voilà, donc vous avez fait un petit peu de calcul. Bon, ce sont des modèles assez simples, mais imaginez que vous avez des modèles. Attendez. Hé, toi la bestiole là! Fini, connard! Excusez-moi, j'avais un chat qui fait n'importe quoi. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc voilà, on fait des estimations, on calcule les probabilités, on utilise des lois gaussiennes, des choses comme ça, et ça nous permet après d'estimer un peu le taux de perte et des choses comme ça. Donc c'est comme une estimation. Et puis après, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez votre réseau, vous le faites tourner, et puis vous regardez un petit peu. Après, combien de temps, le nombre de crashs qui arrivent, je sais pas, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, et ainsi de suite. Et puis après, vous ajustez votre tolérance aux pannes en fonction d'un petit peu de comment votre réseau il est fiable, etc., etc. Donc en fait, il y a une approche empirique là, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe et je m'adapte. Il y a une approche, tout ce qui est fait simulateur en amont pour essayer de gagner du temps. Donc voilà.
Donc je ne voudrais pas trop en parler parce que de toute façon, on fera très peu de calculs avec des probas, quoi. Ok. Alors, comme je vous dis maintenant, comme je vous disais, on parle d'algorithme. Donc l'algorithme, il y a forcément un langage associé. Donc voilà, je vous décris ici comment je vois la chose. D'accord? Comment je décris les choses. Alors, c'est des boucles sinon, que, tant que, etc. Tout ça, vous connaissez, hein. On va utiliser ces marqueurs de l'algorithmique séquentielle. On va les utiliser également pour tout ce qui est distribué. Ok, donc on est d'accord qu'on va supposer que tous les sites n'ont pas de mémoire globale physique commune. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas piocher dans le même endroit les informations. Ok? Donc ça veut dire que chaque site a un système maintenant est autonome, avec une mémoire, etc., etc. Alors les sites, on va les appeler I, PI, des choses comme ça, d'accord? Donc une variable L, par exemple, sur le site P sera notée LP, d'accord? Donc c'est la variable L associée au site P. Alors il faut faire attention, il faut bien comprendre maintenant, c'est ça qui commence à être important pour vous, c'est que les variables maintenant vont être associées à un site. D'accord? Donc si le site c'est P, LP, ça correspond au site, la variable qui sera sur le site P. Mais LP', ça veut dire que c'est la variable L associée au site P'. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ok. C'est quoi en fait une variable concrètement? Bah, ça peut être une variable d'horloge locale. Ça peut être une variable, quelque chose, un booléen, ça peut être un prédicat, ça peut être une variable bloquante, des choses comme ça. Donc, bien sûr, l'absence de mémoire commune implique des communications entre les sites pour coopérer. Donc, s'il y a des communications, il y a forcément un protocole d'émission et un protocole de réception. D'accord? Donc, le protocole d'émission et de réception de messages, il est modélisé par des crochets, quand je fais ici. D'accord? Donc ça veut dire ça sera forcément un type message qui est envoyé d'un site A à un site B. Alors par exemple, le message, il peut constituer de cette manière-là, hein. Le message est envoyé avec un jeton. Alors, attendez, je retrouve mes petits, ouais. C'est du texte. Avec un jeton. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça? Excusez-moi. J'essaie d'utiliser du texte. Ah, c'est peut-être ça. Bon. Je ne comprends pas pourquoi j'ai... Ah, voilà, c'est ça, le crayon que je cherchais. Pardon. Ok, donc on a un jeton, d'accord? Donc on dit qu'il y a une variable jeton qui va circuler du site A au site B. Il y a une valeur 13, une variable avec la valeur 13 dessus également, et également le tab, un tableau. D'accord? Alors, j'aurais juste... Oui, alors, je continue là-dessus. Donc le jeton désigne le message, le 13 une valeur, et les tableaux sont tab, c'est pour les données d'un message. Ok. On a forcément un mécanisme d'envoi, un mécanisme d'envoi de message qui est prêt. Donc ça, c'est pas vous qui pilotez, on s'en fout, c'est fait automatiquement. Et il y a si un message dans un mécanisme d'envoi, donc on le modélise par la variable envoyée, d'accord, par la fonction envoyée, excusez-moi. Et si j'ai un message envoyé, j'ai forcément un message dit de réception. C'est-à-dire que quand vous dites envoyer un message de A à B, et bien après, il faut que je note que réception du message venant sur B, réception d'un message venant d'un autre site. D'accord? Donc si j'ai un protocole envoyé, j'ai forcément un protocole réception. Ok. Donc, ce qu'on a bien précisé après, c'est à quel site je envoie l'information. Donc je dis envoyer, je tourne à PJ. Donc ça, voilà, c'est ça que j'appelle moi l'algorithmique, c'est-à-dire que je ne dis pas
comment je l'envoie, avec quel outil je l'envoie, est-ce que ça a bien été reçu, est-ce que quel est le protocole de routage, etc. Je m'en fiche royalement. D'accord? Je dis que moi j'envoie une information d'A vers B, et après le système fait le job. D'accord? Donc vous voyez bien la différence? Le système vous donnera tous les outils pour faire cet envoi. Moi, je m'en fiche de ces outils-là. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'algorithmique qui me dit comment je fais. Comment l'algo fonctionne. Ok. Donc également, j'ai un mécanisme de réception des messages. Et la réception des messages se fait, ce que j'ai mis, bon, je sais pas, bon, on verra sur un exemple après. Ok. Alors vous êtes d'accord que en fait l'envoi et la réception, tout ça, ce sont des états, donc les états du système. Donc voilà. Ensuite, on peut avoir des systèmes, un système de comment dire, bloquant. On peut avoir une commande verrou, entre guillemets. Ça veut dire que je peux dire, tiens, à un moment donné, j'attends d'avoir toutes les informations avant de prendre une décision. D'accord? Alors, imaginez que je suis un site, je fais un broadcast vers tous les autres sites et je leur demande leur valeur, une valeur quelconque, la valeur d'une variable posée. Et avant de prendre une décision, j'attends de recevoir toutes les variables des autres sites pour pouvoir prendre cette décision-là. D'accord? Donc j'aurai un système bloquant, attendre, une variable qui dit attendre condition. Tant que c'est pas vrai, je fais pas. Dès que c'est vrai, je fais autre chose. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va parler un petit peu de complexité. Bon, pour l'instant, ça, c'est pas trop difficile. Oui. Hmm. Hmm. Non, 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 tu t'embêtes, attention. Attention. Moi, je vais envoyer un jeton du site A au site B. Je suis le site A. Je fais dans mon algo, je dis envoi de message, jeton à B. C'est tout. B, lui, il a une fonction de traitement de quand je reçois un message de type jeton, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est juste ça. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu obscur, vous allez voir qu'on sort un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est évolutif, dynamique, etc., etc. Mais dans les algos qu'on fera, il n'y aura pas de ce côté incrémental, dynamique, quoi. Enfin, dynamique, oui, mais pas un côté incrémental, quoi. Voilà. Ah, ok. Alors maintenant, on va parler de complexité. Alors, la complexité d'un algo, qu'est-ce que c'est que pour vous la complexité d'un algo séquentiel? Ah, tout de suite, là, j'ai mis un froid, là, vous êtes... limite, vous êtes mal, hein? Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, basique, je sais pas, plutôt élémentaire, c'est plus élégant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais, ok, donc, ça, sur une machine séquentielle, c'est un petit peu facile. C'est assez facile de calculer ça, en façon pratique. D'accord, vous mettez une variable cumulative, on fait des comparaisons, if, machin, etc. Bah, vous mettez plus 1 parce que vous avez une comparaison, et ainsi de suite. Ça marche. Donc à la fin, vous connaissez le nombre de fois où vous êtes rentré dans cette boucle-là, le nombre de fois où vous avez comparé un élément par rapport à une variable. Vous êtes d'accord? C'est facile ça. Ok, vous allez simplement regarder, observer et juste récupérer la valeur de la variable. Euh, Maintenant, imaginez qu'en système distribué, comment je peux arriver à calculer la complexité? Est-ce que je vais calculer la complexité des opérations sur chaque site et après, j'additionne toutes ces informations-là pour avoir la complexité globale? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent ça? Monsieur, Oui. on peut faire plutôt calculer le flot.
Alors le flow, alors, dis-moi ce que c'est pour toi le flow. Le flot d'informations qui passe. Par exemple, on choisit un nœud qui est, je ne sais pas comment on pourrait choisir un nœud Ah bah, qui tu vois, qui fait regarde. transiter les informations le Ouais, plus. mais donc ça veut dire qu'il y a un nœud particulier qui fait un job. Donc c'est plus système distribué. Parce que dans le Ouais. système distribué, a priori, par défaut, le principe c'est que chaque sommet ou chaque nœud, chaque unité de calcul, chaque machine, etc., et peut tout faire. Mais on n'a pas une entrée et une sortie Ah globale non, eh non, à rater eh oui. alors. Ah non, il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de pilote. Il faut réussir à quantifier la quantité d'informations qui circulent dans le système, c'est ça la Voilà. complexité. Alors, comment tu arrives à quantifier cette quantité d'informations? On écoute, on écoute le système d'une manière Et ou d'une autre. ouais. Écoute, comment le système compte à 3 millions de nœuds? Tu utilises quoi pour écouter le système? 3 millions de nœuds pour écouter 3 millions de nœuds? Donc, tu vois, c'est là qu'on voit qu'on peut pas. La notion de complexité, nombre de la mesure d'un algorithme classique séquentiel, c'est-à-dire le nombre d'opérations élémentaires qui sont effectuées pour pouvoir résoudre, utiliser l'algorithme, on voit que c'est plus possible ça. Ça va pas être, c'est pas ça qu'on va mesurer. En fait, ce qu'on va utiliser comme outil, c'est plutôt le nombre de messages qui sont échangés dans, dans le cadre de l'algorithme. D'accord? Donc ça, c'est plus facile à mesurer. On est capable de... Mais comment on va le faire puisqu'on on peut pas traquer d'une manière ou d'une autre le Ah non, mais système. l'algorithme, je te parle pas de l'algorithme, tu donneras, dire, tiens, là, pour que ça fonctionne, tu verras qu'on a des systèmes où on peut dire qu'il faut 2 n carrés messages qui circulent. D'accord? On sera capable de donner exactement le nombre de messages qui circulent pour, enfin, une bande supérieure souvent, pour que l'algorithme se termine. D'accord? Donc on va mesurer, c'est le nombre de messages échangés. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut ruser ce genre de choses, parce que, bah, vous dites, tiens, il y a, comme vous avez dit, là, il y a 2 n carré messages qui circulent, bah, est-ce qu'on ne peut pas comment dire, minorer cette quantité-là en faisant plus de calculs, ou je ne sais pas, faire des choses comme ça euh, où les messages, eh ben, au lieu de faire, je sais pas, sur un message, par exemple, j'ai une connerie qui fait juste 5 mégas, et ben le message, je veux qu'il soit maintenant, il va faire 50 gigas. Voilà, comme ça je suis tranquille. À partir de là, je gagnerai beaucoup de messages. D'accord, c'est une solution ça, hein, augmenter la taille des messages, etc. C'est une solution. Et en fait, c'est une solution qui n'est pas du tout retenue, parce que vous êtes d'accord que par défaut, si vous augmentez la taille des messages, qu'est-ce qui se passe au niveau réseau à un moment donné? You are now unmuted. Bah, de toute façon, votre message, je sais dire quoi trop encombré pour toi. Bah, en fait, c'est surtout que votre message, il va être découpé, quoi. Parce que de toute façon, votre message, il est découpé en trames, vous êtes d'accord? Et à partir de là, comme il est découpé en trames, les trames sont toutes la même taille, hein. Donc, donc résultat, si vous faites des gros messages, de toute façon, sur le réseau, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le gros message, il est découpé en d'autres sous-messages, en plus petits messages. Donc ça sert à rien en fait, vous êtes d'accord? Ça sert à rien de tenter le côté je vais augmenter la taille des messages parce que de toute façon il est découpé. Donc en fait ce que je vais résoudre, enfin je vais encore créer de nouveaux messages. D'accord? Donc il n'y a pas du tout d'intérêt à essayer de biaiser le nombre de messages en augmentant la taille du message. C'est pas du tout ce que je veux. Ça va pour tout le monde? Ok, donc on va calculer ces messages-là. Alors vous allez voir que même ceux qui n'ont pas fait qui n'ont pas du tout la complexité des machines séquentielles, vous allez voir que c'est d'autres choses, d'autres calculs, d'autres approches pour pouvoir faire des calculs. C'est beaucoup plus simple, hein. Le calcul, la complexité maximale que j'ai vue, moi je crois que c'est du n carré. Sinon souvent c'est n, du n log n, des choses comme ça. Donc pas de panique, il n'y a pas des choses, beaucoup des solutions, enfin comment dire, chercher des solutions des équations récurrentes, de récurrence, pardon, etc., etc. Non, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de ça.
D'accord? Ok. Hop. Allô, là, pourquoi je fais ça? Ok. Bon, voilà. Alors, on va faire un petit exemple pour vous montrer un petit peu comment on écrit les choses. Donc, on est tous à la page 5. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, à la page 5, qu'est-ce qu'on dit? Je vous propose un algorithme tout simple, hein, qui consiste à... attendez, 2 secondes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans cet algorithme? Je fais une procédure diffusée. Voilà. Procédure diffusée, qu'est-ce que je fais? Cette procédure. Donc, je note que c'est une procédure diffusée qui prend comme quoi? Comme paramètre M. D'accord? C'est un message. OK. Et qu'est-ce que je dis? Je dis que pour tout sommet XP, OK, appartenant à l'ensemble des sommets, moins P. Alors, pourquoi je dis moins P? Parce qu'en fait, là, qu'est-ce que j'écris? J'écris l'algorithme de diffusion pour un site P quelconque. D'accord? Ça marche? Donc, je calcule, je procédais à l'algorithme en disant, bah, tiens, c'est vrai pour un site P quelconque. Alors pourquoi je précise ça? Parce que en fait, ce qui peut se passer, c'est on verra qu'à un moment donné, il y a des sites qui vont être particuliers. D'accord? Un site peut prendre l'initiative de vouloir commencer à essayer de calculer un arbre couvrant. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Donc c'est le site qui va commencer à vouloir lancer ce processus-là. Donc ça sera un site particulier, on l'appellera par exemple alpha. Là, a priori, je n'ai pas de site particulier, je dis que je prends un site P parmi l'ensemble des sites, et qu'est-ce que je fais? Pour tous les voisins de P, voilà, X pour tous les voisins, alors, au sens très large du terme, hein, c'est-à-dire que comme le graphe il est connexe, tout le monde est voisin, entre guillemets, par fermeture transitive, j'envoie le message, donc vous voyez bien ici, qu'est-ce que je fais? Je dis bien qu'il y a une fonction qui s'appelle envoyer, qui prend pour argument, c'est bien un message, qui prend pour argument M, d'accord? Et je l'envoie à XP. Ça marche? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, j'ai un site, ok, le site P, alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire un truc sympa, et lui, il envoie son truc vers les XP. D'accord? XP1, XP2 et ainsi de suite. Ça va pour tout le monde? Alors là, c'est pour ça que je vous dis qu'on fait de l'algorithmique. Est-ce que je vous dis comment l'envoyer ce message? D'accord? Est-ce que je vous dis, tiens, on utilise tel protocole, etc., etc. Je m'en fiche royalement, vous avez vu, hein. Je ne me pose même pas cette question-là. Moi, je dis qu'il existe une fonction qui s'appelle diffuser, qui fait le job, et son job, c'est quoi? C'est prendre un message M, d'accord, et l'envoyer à tout le monde. Ça marche pour tout le monde? Ça va? Donc voilà, ça c'est le type d'écriture en algorithmique. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très simple, hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Alors, un autre petit exemple. Je fais, là, dans la première partie, je voulais diffuser un message. Et là, cette fois-ci, je veux diffuser une variable, la valeur d'une variable. D'accord? Donc, j'ai toujours ma procédure qui s'appelle diffuser et qui va envoyer la variable V. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, je fais une diffusion pour tout le monde et j'envoie quoi? J'envoie le protocole, enfin le message écriture V. D'accord? Donc ici, je sais que la primitive, ça va être écriture. Et V, c'est mon paramètre. Donc qu'est-ce qui va se passer, moi? Je suis un site. OK? Je suis un site. Je reçois cette information-là. D'accord? Là, imaginez que je suis P. P envoie les informations à tout le monde. Donc moi, quand je suis ici, OK, dans l'algorithme précédent, j'ai fait la procédure, j'envoie ce message vers là. D'accord? Vers les sites. Mais j'ai jamais dit qu'est-ce que faisaient les sites quand ils recevaient le message.
Donc là, je vous ferai une petite illustration de quand j'envoie un message sur le site, qu'est-ce que fait le site? Alors, vous avez vu que j'ai une primitive d'envoi, procédure diffusion, d'accord? Je ne sais pas comment c'est fait, mais je m'en fous réellement. Moi, je sais qu'il y a une procédure qui le fait bien. Maintenant, j'ai également une procédure de réception, d'accord? Alors, il faut préciser quel type de réception. Imaginez que vous n'êtes pas obligé sur un site de recevoir toujours ce type de message écriture V, d'accord? Donc, vous recevez régulièrement des messages d'autres messages indiquant certaines fonctionnalités à faire, de mise à jour, etc. Donc il faut préciser quel type de procédure c'est et quelle variable. D'accord? Et ce site-là, enfin cette information, elle vient de quoi? Elle vient d'un site quelconque, Q. D'accord? Donc, d'un côté, l'envoi, je envoie à tout le monde. De l'autre côté, je dis je reçois le message venant de quelqu'un. D'accord? D'un site particulier, depuis Q. Mais Q est quelconque, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi précisé depuis alpha, où alpha c'est une variable, enfin un site bien particulier, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est bon pour l'instant? Ok. Alors, et donc là, qu'est-ce que je fais? CP, la variable locale, ok, donc ça c'est une variable locale pour le site P, reçoit la valeur V. Donc vous êtes d'accord que avec cet algorithme-là, tout le monde maintenant a cette variable V connue. Ça va? On a pu faire la diffusion et tout le monde a bien reçu cette information. Voilà. Pardon. Ok. Alors, par contre, regardons un petit peu les avantages et les inconvénients de cet algo, parce qu'il est tout ça. Il est très simple quand même, mais il a quand même quelques petits inconvénients. À votre avis, quelle est la complexité de cet algorithme de diffusion? Bon, évidemment, j'ai noté la réponse, mais c'est un truc tout simple, hein. C'est un broadcast. Le message P, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, le site P, il envoie N-1 message à tout le monde. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Alors, ce N-1 message, c'est tout simple, hein. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais monsieur, là, quand on envoie un message, le graphe, c'est pas forcément une étoile, et donc il y a forcément des sites relais qui prennent le message et qui le renvoient. Ok. Eh ben, pour moi, c'est toujours un message. D'accord? S'il y a un message qui va de 1 à 2 enfin, 1 veut envoyer un message à 3 et 1 est obligé de passer par 2 pour envoyer son message à 3, eh ben c'est toujours un seul message qui circule. D'accord? C'est le même. Il a juste rebondi sur un site. Ça marche pour tout le monde. Donc c'est pour ça que là, je considère que le nombre de messages utilisés est de l'ordre de n, c'est -1, parce que je m'en fiche du nombre de rebonds qu'il y a, des choses comme ça. D'accord? C'est le nombre de messages qui sont émis et pas forcément, et pas le nombre de messages qui circulent. Enfin, je ne sais même pas si émis. Le nombre de messages qui sont, comment on dit, répétés. Voilà, ça va? Alors, regardons un petit peu le nombre d'inconvénients de ces messages, de cet algo. On peut avoir des petits soucis. Là, on voit bien que cet algo, il est très bien. Mais si un site plante, il a reçu sa valeur. Bon, ça, c'est évident. Mais ça veut dire que lui, il n'a pas la valeur globale. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné si les sites étant indépendants, qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a deux sites qui envoient des valeurs globales différentes à tout le monde? Il y aura des sites qui ont une certaine valeur globale, d'autres sites auront d'autres valeurs globales. Donc en fait, il n'y aura pas de synchronisme en termes de valeurs communes à tout le monde, parce que j'ai deux valeurs globales qui circulent. Ça, c'est. Et les sites, ils gardent quelle valeur globale? Le site venant de la valeur la valeur venant du site A ou la valeur venant du site B? D'accord?
Et vous allez me dire, c'est peut-être la première arrivée. Bah ouais, mais bon. Peut-être que sur le site A, enfin sur un site, c'est la valeur A qui est arrivée avant la valeur B, et puis sinon ça peut être l'inverse. Et pourquoi faire ce choix-là simplement pour une terme de vitesse? Donc on ne va pas raisonner sur ce type comment dire, on va pas utiliser ce type d'argument parce que c'est injouable, quoi. Euh, Donc voilà, donc ça montre déjà simplement un tout petit algo que il n'y a pas de tolérance aux pannes là-dessus. Vous êtes d'accord? S'il y a un site qui plante, euh, vous êtes mal. On va avoir un petit peu des moyens pour essayer de garantir ce genre de choses, hein, un peu de tolérance aux pannes. Parce que ce qui est plus important, vous êtes d'accord que dans ce cas de figure, quand un site envoie une diffusion de valeur à tout le monde, vaut mieux pour vous que tout le monde ait l'information, ou personne n'ait l'information, ou juste une partie du réseau qui ait l'information. Vous voyez, il y a deux états possibles. Enfin, il y a tout le monde a bien reçu l'information, c'est nickel. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est un certain nombre de sites qui ont l'information et par exemple complémentaire qui n'a pas cette information. À votre avis, pour vous, quelle serait la meilleure des situations? Et tout le monde l'est. Oui, on est d'accord que tout le monde l'est. Mais donc ça veut dire qu'il faut se donner les moyens pour que tout le monde l'ait. C'est pas évident. D'accord? Pourquoi c'est important que tout le monde l'ait? Parce que si vous avez un réseau où les informations ne sont pas globales, tout le monde, les sites n'ont pas la même valeur, ça peut poser vraiment des soucis, quoi. D'accord? Donc il faut que tout le monde l'ait. Ou personne ne l'ait. Vous êtes d'accord? C'est encore plus simple. Parce qu'imaginez que si personne ne possède cette information, à un moment donné, cette information va être remise dans le système. On va demander, tiens, mise à jour du variable global, j'attends un petit peu, pof, j'ai perçu de variable globale, pof. Moi, en tant que site, je vais prendre la décision de pouvoir peut-être échanger avec mes collègues, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas la valeur globale, je l'attendais, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on vaut mieux un système où il n'y a rien qui circule, où tout, qu'à moins quelque chose où il y a entre les deux, et là, ça pose des problèmes concernant la valeur des variables, la pérennité des variables, etc. Ok. Alors, le système centralisé ou le système réparti. Donc ça, c'est un peu facile. Ça, vous connaissez tous, hein, c'est intéressant, les systèmes distribués. Je ne fais pas le cours sur les systèmes pair à pair ou sur les systèmes comment dire, pour télécharger des films, des musiques et tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'étais au courant de tout ce qui est un peu à la blockchain. C'est très à la mode aussi, la blockchain. Donc c'est un système distribué, sécurisé, sûr. Voilà, donc c'est très intéressant le système de blockchain. C'est un bel outil qui a des propriétés intéressantes, des forces et des faiblesses comme tout objet, hein. Voilà. Ok, donc système d'exploitation, là, c'est du baratin. Je pense que vous pourrez lire ça tranquillos chez vous. Il ne va pas avoir grand-chose de très... c'est pas très compliqué. Donc le système doit être robuste. Bon, voilà, ça c'est classique. Alors, c'est là que je ne vais pas trop en parler parce que tout ça, c'est tout ce qui est lié un petit peu tout ce qui est lié un peu au réseau, le débit, la latence, vous vous souvenez, tout ce que c'est, la gigue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que c'est la gigue? Vous avez déjà entendu parler de ce mot? Oui, en musique. C'est quoi pour toi la gigue? C'est une espèce de danse. Ah, d'accord, oui, d'accord, non, c'était pas dans ce sens-là, non, excuse-moi. Non, la gigue, c'est la force pour laquelle les données arrivent sur les serveurs. D'accord? Vous imaginez que vous envoyez des informations, des messages, et après les serveurs reçoivent les informations. Et bien, en fait, il faut qu'ils reçoivent les informations de façon un petit peu, pas comme des... comment je peux essayer de donner une métaphore, de représenter ça, avec une certaine régularité, d'accord, mais une certaine douceur, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez... il y a des attaques qui se font où on envoie des
des messages sur des serveurs pour les faire péter, pour qu'ils pètent leur sécurité, parce qu'on envoyait avec force, tout le temps, régulièrement avec des tops, pa. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Ils aiment bien quand ça arrive avec une certaine fluidité, une certaine régularité, etc. Donc c'est pour ça qu'après, il y a des systèmes de régulation sur les serveurs, etc., pour éviter ce genre de choses. Donc ça s'appelle la gigue. Je vous dis très honnêtement, je ne connaissais pas à un moment donné, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était la gigue. Donc après, là, c'est tout ce qui est lié au réseau, tout ce qui est lié à la qualité de service, tout ce qui est lié au séquencement. Évidemment, quand vous envoyez un message, un gros message, le message, il est découpé. Et donc, comme après, je garantis que le message découpé soit bien réceptionné dans le bon sens, bien reconstruit, parce que réceptionné, c'est pas encore trop grave, mais après, est-ce qu'il faut bien qu'il soit reconstruit, ce message-là. Quand vous envoyez un mail, moi je sais qu'au LIRM, je crois que ma boîte mail est bloquée à 5 mégas. Dès que je passe 5 MB de taille, mon message il est découpé, quoi. Voilà. Donc voilà, séquencement, la gigue, voilà, c'est ce que je vous disais, c'était en page 9, là, c'est ça. Le temps d'arrivée d'entre paquets doit être le plus faible possible, le plus constant possible. Voilà. Des contraintes de temps réel, le débit, c'est important aussi, la synchronisation, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des unités de mesure ou des paramètres qui sont importants pour le réseau, d'accord, mais pas pour le système pas pour les algorithmes distribués. Est-ce que ça va? Vous commencez un petit peu à voir la différence entre l'algorithme distribué et le système distribué. Donc tout ce qui est J, contraintes, tous ces trucs-là, tout ce qui est lié au réseau, c'est plus lié tout ce qui est au middleware, les architectures, etc. C'est pas l'algorithmique, d'accord? Donc, voilà. Donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est global computing. C'est ce que vous connaissez depuis que vous avez fait de l'informatique. Hein. C'est la possibilité de faire des calculs parallèles au niveau mondial. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais SETI, est-ce que vous vous souvenez de ce... C'était des ordinateurs qui devaient être mis des ordinateurs, excusez-moi, personnels. Vous donnez accès à SETI quand vous êtes la nuit pour qu'ils puissent faire des calculs sur votre machine. D'accord? Ou récolter des données. Ça existe encore, bah voilà, très bien. C'est encore d'actualité. Oui. Donc voilà. Cette possibilité-là de donner du CPU pour qu'on puisse écouter. Alors à l'époque, hein, si je me souviens, c'était essayer d'écouter des messages, des signaux venant de l'espace. Bon, je ne sais pas si ça existe encore ou s'ils ont peut-être changer d'optique, de stratégie, etc. Voilà, donc évidemment, tout ce système-là, vous voyez bien que les ordinateurs ne sont pas différents, les messages arrivent à une vitesse différente, etc. Il faut récupérer, voilà, partitionner des données, les récupérer, les reconstruire, etc. C'est pas quelque chose de trivial, quoi. Vous avez tout ce qui est lié aussi maintenant au téléphone mobile, hein, maintenant. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc les mobiles, tout ça, on a vu, etc. Ça a le parallélisme. Alors, on continue un petit peu sur le système, là, pour vraiment montrer la différence qu'il y a pour moi entre le système et les algorithmes distribués. C'est tout ce qui est système, c'est tout ce qui est la communication sous Unix, hein, donc TCP, IP, toutes ces choses-là. Donc ça, je vous laisse relire si vous voulez. Moi, ça m'intéresse. C'est pas ce qui va m'intéresser dans la suite. Hein. Donc, par exemple, si je prends les diagrammes, bien sûr, les schémas de création, d'utilisation d'une socket, le client serveur, le client envoie les informations, il veut se connecter, le serveur accepte. Ok, donc je peux écrire, je lis, j'écris, je lis, j'échange, je ferme, etc. Donc tout ça, je suis à la page 12. Normalement, vous connaissez un petit peu ce système-là de fonctionnement. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave du tout, parce que de toute façon, moi, je ne descendrai pas à ce niveau-là de granularité
Donc pour moi, ça c'est déjà du trop bas niveau, quoi. Voilà, alors, je vous ai donné quelques codes, code C, tout ce qui est lié au socket, hein. Donc bon, voilà, c'est du très très bas niveau, c'est juste des entiers, des choses comme ça, des informations, des adresses, des pointeurs sur adresse, des choses comme ça. Très honnêtement, voilà, moi tout ça, ça m'intéresse pas. Les RPC, c'est un mécanisme pour exécuter une procédure sur une machine distante, d'accord. Ça a été introduit par Sun. Alors je sais pas, c'est un truc très vieux, Sun, hein. Maintenant, je trouve que cet organisme, ça a dû disparaître, ça a dû être avalé. Donc ça utilise un système de fichiers NFS. Bon, c'est assez vieux, mais c'est toujours, voilà, ça doit être mis d'actualité avec des nouvelles variables, des machins, des nouvelles caractéristiques techniques et technologiques. Mais voilà, le principe, c'est toujours le même, hein. Le site 1 envoie les informations au site 2, il partage les données, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça, pour moi, c'est du trop bas niveau et ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est tout ce qui est, pardon, excusez-moi, je sais pas, tout ce qui est lié à la couche donnée, XDR, tous ces trucs-là, vous connaissez, je sais pas, c'est tout ce qui est la couche 6 ou 7 au niveau les normes OSI, etc. Donc, tout ça, c'est trop, ça m'intéresse pas du tout, hein, d'accord. Donc voilà. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a un système où on a un certain nombre de sites, hein, on est d'accord. Donc j'ai un certain nombre de sites qui sont à droite à gauche, comme ça. Ces sites communiquent par des messages, d'accord. Si un site envoie un message, d'accord, à son voisin, donc il a une procédure d'émission de message, le voisin, il a forcément la procédure de réception de ce message équivalent, d'accord. Une émission, une réception. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'état global, hein. Ok, on n'est pas capable d'avoir une information globale sur là-dessus. Ce qu'on va essayer d'avoir, donc on est d'accord, donc c'est échange de messages. On essaie d'avoir une tolérance aux pannes, ok, concernant les algos. Tout ce qui est lié au type de réseau de communication, si c'est des bus, du point à point, les trucs FIFO, tout ça, on s'en fiche royalement. Pour moi, on précisera les hypothèses, mais comment le message est envoyé, c'est pas ce qui m'intéresse, d'accord? Ok. Bon, voilà, il n'y a pas d'autre chose. Après, c'est des choses pour ce qu'on a vu, c'est pour repréciser quelques petites données. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que ça... Bon. Ok. Donc, pour l'instant, c'est pas très compliqué, hein. Même si ceux qui n'ont pas fait de réseau, normalement, ça va pas être très, très compliqué. On va peut-être faire une petite pause si ça vous ennuie pas. D'accord. Je n'aurais pas commencé le cours tout de suite, là, m'arrêter dans un petit quart d'heure. Donc on fait une petite pause et on se retrouve dans un quart d'heure. Ça vous va? On se retrouve à 9h30. C'est bon? Ok, ça marche. À tout de suite.